Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct, analyse, débat, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, bien collaborer à distance. Voilà un sujet qui est dans l'actualité. C'est un livre écrit par Alexia de Bernardi, les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance, édition Marabout. Il sort le 9 juin, elle nous en parlera en exclusivité sur le plateau. Il est déjà sur Internet, évidemment, elle est notre invitée dans Bien dans son job. Smart et réglo, justement, de déconfinement, la ministre a déjà dévoilé des règles, ça commencera le 9 juin. On en parle, quelles sont les règles sociales en matière de droit social, et vous l'aurez compris, on en parle avec un avocat dans notre rubrique Smart et réglo. La pause café, Fanny Griesmer, évidemment, nous parle du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est exactement que ce syndrome? Ça touche principalement les femmes, on en parlera, est-ce que c'est un manque de confiance? Pas seulement, on en parlera avec Fanny dans quelques instants. Le cercle RH avec nos experts, déficit public qui explose. Évidemment, c'est la dette Covid, on en parlera. Cela a-t-il un impact sur l'emploi? Et puis on s'intéressera évidemment à ces règles de déconfinement avec tous les salariés au bureau, des salariés un peu démotivés. On en parlera avec nos invités. Puis on termine avec un autre livre, le livre de Smart Job, le manager Sapiens. Oh là là, le manager magnifique du 21e siècle aux éditions Deboc, écrit par 3 auteurs, 3 consultants. On fera le point sur ce qui pollue parfois la vie de l'entreprise, les réunionites, le temps qu'on passe à perdre du temps. Ça sera à la fin de notre émission un autre livre à découvrir. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job avec Alexia de Bernardi. Bonjour Alexia. Bonjour Arnaud. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes souvent venu sur le plateau il y a presque un an, parce que vous savez que ça fait presque un an que Bismart a été créé. Fondatrice de Lowbox et auteur d'un nouveau livre. J'ai dit une bêtise sur la WeBox. La WeBox, bien sûr. Mais je suis déjà dans Smart et Réglo. La WeBox est auteur des 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance aux éditions Marabout, qui est le groupe Hachette. On envoie la couverture. Il est en lecture possible et en préachat sur Internet et il sort que le 9 juin. Tout à fait. Vous nous faites l'exclusivité de nous parler de ce livre. C'est un autre livre. On avait présenté votre précédent. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors, juste pour raconter un petit peu l'histoire, donc moi je suis auteure à mes heures perdues, mais je suis surtout start-upeuse depuis 20 ans et donc fondatrice de la WeBox. Et alors, qu'est-ce que c'est que la WeBox? Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais en gros, c'est comme un WhatsApp de managers dans lesquels les communautés de managers partagent leurs préoccupations, leurs bonnes pratiques, leurs doutes, leurs petites victoires. Et dans cette application, Arnaud, nous avons surtout un chatbot qui s'appelle Lazare, qui est un coach de management à qui les managers posent toutes leurs questions pour lesquelles ils ne trouvent pas la réponse dans l'application. Donc pour nous, c'est l'occasion de découvrir les vraies préoccupations des managers puisqu'ils posent leurs questions. Comment commencer une réunion avec impact, comment annoncer un recadrage à distance, etc. Cash. Et donc, voilà, et c'est concret, nos blabla, pas de grandes théories sur le future of work, mais des questions extrêmement pragmatiques. Et c'est à partir de cette base-là qu'on a décidé, en fait, de compiler à la fois toutes nos pratiques et les réponses à ces questions qui venaient pour fournir des quick wins pour bien collaborer à distance. Alors, je précise que ce livre est préfacé par quelqu'un qu'on connaît bien ici dans Smart Job, qui est Benoît Serre, qui est le vice-président de l'Association nationale des DRH, que vous connaissez bien, et puis qui est aujourd'hui, il faut le préciser, qui est devenu DRH de L'Oréal France. Et on le salue, peut-être qu'il nous regarde de son bureau, parce que maintenant, évidemment, il est un peu moins disponible. Les règles, puisqu'on part d'un préalable, Alexia, qu'on est sur la ligne de crête le 9. On va déconfiner, il y a des entreprises qui disent on rapatrie tout le monde. La ministre a dit oh là là, attendez, c'est pas aussi simple. Vous êtes parti dans l'idée qu'en septembre 2021, on allait continuer à travailler à distance, qu'on avait pris finalement de bonnes habitudes ou de mauvaises, je ne sais pas. Oui, alors je crois qu'on a vraiment pris 10 années dans les nouvelles façons de travailler d'un coup, de façon complètement subie. Et forcément, on ne sait pas exactement, je pense que personne ne sait exactement comment va se passer la rentrée de septembre, mais il est certain que même si certaines sociétés veulent revenir en arrière, il y aura forcément la nécessité de trouver un mix dans ce fonctionnement hybride où on va continuer à travailler à distance et on va continuer aussi à venir au bureau. C'est pour ça que l'idée de ce livre des 360 règles d'or pour collaborer à distance, c'est de se dire
Là, on a bricolé pendant un an, on a fait au mieux, les managers sont épuisés, ils ont dû trouver plein de façons pour remplacer leurs rituels, remplacer leurs techniques de réunion, se poser même la question de leur légitimité. Ils sont Ça même a été évoqué. Voilà, c'était à quoi vraiment... servait-il? Voilà, exactement. Donc, ils ont cherché un petit peu en mode panique pour certains des solutions. Maintenant, on sait que ça va durer et va se rajouter une autre complexité, c'est que parfois, ils auront la moitié des collaborateurs sur place avec eux en réunion et puis l'autre moitié en visio. La WeBox, c'est intéressant. Vous me parlez des 360 règles. J'ai peut-être mal lu, mais Ah non, il y a les 130. C'est mon livre d'avant, pardon. Voilà, c'était moteur d'engagement. Je voulais pas comme ça vous embarrasser. Mais on a 3000 contenus, je suis un peu perdue. 3000, 360, et puis on a 130 règles. Ça, c'est le nouveau livre. Oui, c'est la synthèse. C'est vrai que vous avez raison, c'est l'incertitude des managers, des dirigeants, qui en fonction des règles, en fonction des risques de nouveaux confinements, on parle d'un risque d'une 4e vague, il ne faut pas la négliger. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que quoi qu'il arrive, c'est un peu comme l'élastique que l'on tire, il ne revient jamais à l'endroit où on l'a tiré. Il a gagné un petit peu. On va avoir gagné un petit peu sur ces questions-là? Oui, alors on a vraiment gagné. En même temps, certains sont perdus. Et je crois qu'il n'y a pas de magic sauce unique. Chacun va devoir trouver sa voie en fonction de sa culture d'entreprise, sa culture d'équipe. Moi, j'ai des managers qui disent non, et moi, je rapatrie tout le monde. D'autres qui ont pris goût à aller travailler en province. Donc, ça va prendre du temps, en fait. Moi, je ne crois pas au grand soir du 9 juin ou du mois de septembre. Ça va prendre du temps. Et surtout, et c'est le but de la WeBox et du livre, c'est que chacun doit trouver les techniques avec lesquelles il est à l'aise dans sa culture, dans son fonctionnement. Et donc, il y a une nécessité de test and learn. On va tester des techniques de réunion, on va tester des techniques de feedback, on va tester des nouveaux rituels. Ça marche pas. Il faut beaucoup d'humilité pour construire en fait sa propre façon de travailler à la rentrée. Alors, il faut le dire, ce livre, c'est un livre qui est le fruit finalement de tout ce que vous avez fait remonter de la base, du terrain, des échanges. Et puis, il y a un QR code, qui, d'ailleurs, signalons-le, qui est bien revenu à la mode, le QR code. Tout le monde s'en moquait avant le Covid, alors maintenant, tout le monde utilise son QR code. Ce QR code, il va servir à quoi? C'est de la formation contenue dans le livre, en fait. Oui, alors, en fait, le livre, donc, c'est une façon classique d'apprendre et de progresser. Donc, il y a toutes ces bonnes pratiques qui sont classées, commentées, détaillées. Et en fait, nous souhaitons, avec le livre, donner accès à la WeBox pour faire découvrir le stade ultime de l'apprentissage, c'est-à-dire la méthode des champions de la valeur ajoutée. Alors, quelle est-elle? Ça claque. Ça fait rêver. Voilà, donc le QR code offert avec le livre donne 1 mois d'accès à notre application d'intelligence collective et de micro-learning entre lecteurs du livre pour partager en fait ses réactions. On va être challengé tous les jours pour tester une pratique, donner ses doutes, ses petites victoires, partager ses bonnes pratiques. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est de là que sont inspirées les méthodes de co-développement ou dans les incubateurs de start-up. On fonctionne comme ça. Le monde que vous portez et en tout cas les retours que vous avez de la base, c'est-à-dire le travail que vous menez à travers Lazare, ce chatbot, qu'est-ce qui est en train de ressortir? Parce que quelque part, vous pouvez en tirer une substantifique moelle. C'est quoi l'état d'esprit au moment où on se parle des managers, de tous ceux qui sont dans l'entreprise? Alors, c'est clair que pour nos clients, c'est une véritable mine d'or parce qu'en fait, c'est plus descendant. C'est cette fois-ci, on est à l'écoute spontanée des collaborateurs et des managers. Alors, il y a 3 aspects vraiment qui ressortent de cette étude. La première, c'est, je dirais, la nécessité de recréer du lien. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'ils la formulent. Ils vont dire comment fermer le rituel, comment démarrer une réunion, comment transformer la pause café, comment faire un entretien one-to-one à distance. Donc voilà, c'est cette notion de recréer du lien. Et sur cette partie-là, il y a plein de techniques qu'il faut expérimenter. Lesquelles, par exemple, comment on fait? Donc par exemple, on démarre toujours une réunion par un icebreaker, une petite question qui peut être très soft, un petit tour de table. Alors ça va de... Ça roule, ça va? Alors ça va de... qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Quelles sont vos 3 victoires de la semaine? Est-ce que vous avez une petite fierté de votre équipe à partager? Mais ça peut être aussi, si on est dans une entreprise fun, quelle est ta spécialité régionale préférée? Mais en tous les cas, on a besoin de remplacer ce petit moment qu'on avait avant les réunions. De la même façon, créer du lien, c'est aussi en fin de réunion, toujours demander du feedback. Alors, ça peut être du questionnement. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Avec quoi est-ce que vous repartez? Ça peut être des quiz si on est nombreux, on donne une note de 1 à 5. C'est quand même une hiérarchie très horizontale que vous décrivez, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où ça tombe d'en haut, le manager décide, tout le monde se tait, prend des notes et quitte la salle. Tout à fait. C'est un monde un peu particulier où il existe vraiment ce monde-là où c'est horizontal, où le manager écoute, il est bienveillant. En fait, c'est la seule façon avec laquelle ça a pu fonctionner
pour certains pendant le confinement, parce qu'ils est sûr que le management à la papy pendant le confinement a donné vraiment lieu à c'est descendant, quoi. Voilà, à des détresses de collaborateurs qui ne savaient plus ce qu'ils devaient faire. Ils perdaient le sens de leur travail. Les managers perdaient aussi le sens de leur légitimité puisqu'ils n'avaient plus la main. Donc il y a une nécessité absolue et ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais petit à petit, à passer vers ces méthodes issues des techniques agiles. Alexia de Bernardi, c'est vraiment toujours la question boule de cristal, mais est-ce que vos managers sentent quand même des collaborateurs, des salariés un peu démotivés, un peu perdus? Il y a eu un débat de la NDRH qui a expliqué que la productivité était là, elle était au rendez-vous, on en a parlé sur ce plateau. Puis certains managers nous disent quand même, quand on parle avec eux en off, ils sentent quand même des collaborateurs un peu démotivés là. Alors oui, une fatigue, une lassitude, une inquiétude pour la façon dont ça va se passer à la rentrée, parce que certaines entreprises communiquent sur le fait que, bien sûr, le télétravail va continuer, mais certains grands groupes disent non, on ramène tout le monde à la maison et on repart comme avant. Donc il y a une inquiétude, un doute, des questionnements par rapport à sa vie personnelle. On a pu travailler en bord de mer. Bon, en même temps, c'était peut-être pas la vraie vie. Donc une inquiétude que le manager de proximité doit aussi apprendre à écouter, à digérer. La meilleure bonne pratique à distance, c'est de reprendre son téléphone et d'appeler ses collaborateurs un par un. C'est vraiment ça la nécessité. Et aussi, l'inquiétude, elle vient aussi du fait que à distance, on a dû tous faire face à l'incertitude déjà de son propre job, de sa santé physique. Voilà, que font mes équipes pendant que je suis pas là, comment ça se passe, est-ce qu'on va y arriver, est-ce que la boîte va fermer. Donc c'est aussi toute cette incertitude qui a fatigué à la fois les managers et les collaborateurs. À suivre pour la rentrée de septembre, peut-être viendrez nous en parler, parce que vous allez faire remonter encore beaucoup d'infos par le chatbot Lazare. La WeBox, ça c'est Alexia de Bernardi, c'est votre bébé. Et puis votre livre, non pas 360 règles, mais oui, les 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance. Et c'est aux éditions Marabout, c'est votre dernier livre. Il sort le 9 juin dans les meilleures librairies. Oui, mais il est déjà sur les plateformes digitales dès maintenant. Sur les plateformes digitales. Merci Alexia d'être venue nous rendre visite en exclusivité, parce que c'est la première fois que vous parlez de votre livre, avant même qu'il soit réellement sorti en vrai dans les librairies. Merci d'être venue sur notre plateau. Puis on parle de droit, vous voyez, la WeBox, la Lowbox, on va parler de droit tout de suite. Avec ces règles, justement, ces nouvelles règles sociales en matière de déconfinement, c'est compliqué pour les entreprises parce que de nouveau, elles doivent se réadapter à de nouvelles règles. Et c'est pas si simple. On fait le point avec un avocat et c'est Smart et Réglo, évidemment. Smart et Réglo, voilà une question de droit fondamental pour les entreprises, les règles de déconfinement avec des règles de droit social qui vont s'appliquer au 9 juin, puisque la ministre a déjà anticipé. Il y a déjà eu quelques petits bugs, on l'évoquait il y a quelques instants, nos entreprises qui voulaient rapatrier tout le monde. La ministre a dit attendez, allez pas si vite. Il y en a certaines qui veulent les garder à distance. Je suis avec Émeric Hamon, qui est avocat associé en droit social au cabinet Fidal, spécialiste de ce sujet, et j'imagine questionné depuis quelques temps par ses clients qui lui disent bon attendez maître, c'est quoi les règles sur la question du déconfinement? La première question, c'est télétravail, pas télétravail, liberté, pas liberté, on peut rapatrier tout le monde. C'est tout ça, finalement, dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ces règles, elles sont contenues dans un document qu'on appelle le protocole sanitaire, qui a été mis à jour il y a 48 heures. Et c'est elles qui vont rythmer les conditions de reprise du travail en entreprise. La Bible du télétravail. À peu près, avec la précision effectivement, qui est apportée par le ministère, c'est à savoir que la journée maximum de présentiel en entreprise va pouvoir basculer sur un nombre minimum de jours de télétravail instauré par l'entreprise. Donc, c'est... Combien le jour? Parce que c'est le débat. Alors, le nombre minimal, ça va être déterminé. C'est à la main de l'employeur. Parce qu'en réalité, ce document dont je vous parle, c'est juste une référence. C'est une recommandation, il n'y a pas de norme impérative. Donc c'est à la main des entreprises, au gré de leurs expériences et surtout avec le concert de leurs comités socio-économiques, c'est-à-dire les représentants du personnel. J'entends que, contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas l'État qui décide de tout, mais à l'entreprise d'adapter en fonction de ses besoins. Alors Arnaud, vous avez raison, c'est un hiatus. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle communication du ministère que beaucoup ont pensé que ce document était la règle impérative. Mais en réalité, c'est l'employeur dans le Code du travail qui a la main sur le télétravail. Alors revenons, l'entreprise va devoir faire avec son CSE. Certains l'ont déjà signé, cet accord télétravail. Oui. Beaucoup l'ont signé. Beaucoup l'ont signé et beaucoup ont déjà anticipé ce fameux protocole parce que
tous les acteurs, les salariés, les employeurs veulent retrouver cette fameuse communauté physique de travail avec ce lien social, avec ces interactions qui manquent. Mais maître, c'est contradictoire avec l'idée qu'il faille faire revenir, mettre des gens en télétravail. Il y a quand même le sentiment que les entreprises veulent revenir à janvier 2020, c'est-à-dire retour en arrière. Alors, toutes les entreprises que nous conseillons quelles que soient les tailles, elles sont quand même assez d'accord, y compris les plus rétives, celles qui étaient rentrées dans le télétravail avant. Les mœurs se changent. Voilà. Et il y a l'idée quand même d'une flexibilité. Et ça, c'est très important. Et on entend beaucoup parler d'une jauge à 50%, cette fameuse jauge de présence. C'est dans le protocole ? Non, pas du tout. D'accord. C'est plutôt la pratique, on va dire, la pratique des entreprises, le souhait des entreprises, et avec l'idée d'un calendrier progressif. C'est-à-dire que c'est assez intéressant le changement d'état d'esprit des entreprises. Si vous voulez, qui vont se diriger vers plus de flexibilité. C'est-à-dire là où je bornais en disant pas de mercredi, pas de jour à coller au week-end, je vais pouvoir avoir un crédit plus important parce que le retour d'expérience démontre que globalement, ça s'est plutôt bien passé. D'autres points contraignants, on va parler de la vaccination dans ce protocole qui peuvent heurter les entreprises. Plutôt pas, puisque par exemple pour la restauration collective d'entreprise, vous voyez, typiquement, on revient aux cantines. On revient aux cantines, on va pouvoir prendre un repas assis et plus devant son écran, avec une jauge maximum de 50% dans la salle, des tables de 6 personnes, vous voyez, donc ça va dans le bon sens. De vous à moi, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de restauration collective qui travaillent pour des grands groupes et qui depuis presque un an étaient totalement au chômage. Voilà, on en connaît puisqu'on en conseille certaines, effectivement, donc ça favorisera effectivement le retour à des prestations non dégradées, panier de repas, etc. Alors, obligation ou pas d'être vacciné ? Non, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné, puisque le protocole, effectivement, le dit très clairement. Les services RH des entreprises sont très, très méfiants vis-à-vis de ça. C'est quand même quelque chose qui relève de la vie privée. En revanche, le protocole vous dit que les entreprises peuvent être des acteurs de la prévention de la vaccination, et la médecine du travail fait partie de ces acteurs. Donc, elle doit laisser le temps nécessaire à ses salariés, rémunération maintenue, si ces salariés veulent, sur le temps de travail, se faire vacciner. Débat de droit, une entreprise exige que l'ensemble de ses collaborateurs reviennent. Elle n'a pas signé d'un accord avec les partenaires sociaux, mais elle est dans l'exigence. Est-ce qu'elle en a le droit ? Il est possible pour elle de rapatrier 100% de ses effectifs ? Alors, elle le pourrait en théorie, puisque je vous l'ai dit, c'est du ressort de l'entreprise. Et souvenez-vous, quand ce télétravail contraint massif subi qui a été mis en place dès le mois de mars, il a été dans un article du Code du travail qui dit que l'employeur peut imposer ce mode alternatif en cas de circonstances exceptionnelles. Donc à l'extrême, un employeur pourrait effectivement faire revenir tout le monde tout de suite, mais évidemment, c'est principe de réalité, et notamment vis-à-vis des risques encourus, il y a l'idée d'une progressivité dans ce retour. Les autotests, les tests, parce qu'on est sur cette partie-là, on avait beaucoup communiqué, en tout cas le gouvernement, on a eu Laurent Pietraszewski sur ce plateau qui nous disait ça marche très très bien, les vaccinations en entreprise. On n'arrive pas trop à savoir, vous qui êtes au contact des entreprises, elles ont joué le jeu ou pas les entreprises ? Elles avaient les vaccins ou pas ? La médecine du travail, parce que l'entreprise, ce n'est pas son rôle. La médecine du travail, elle a les vaccins, mais elle est quand même très occupée. Donc effectivement, il y a eu un effort de fait par le ministère, mais ce n'est pas suffisant. En revanche, les autotests ont été commandés assez massivement par les entreprises. Ils sont communiqués soit en vue de la reprise, soit dans des périodes, je dirais, tous les mois pour les salariés, mais c'est en aucun cas, bien évidemment, une condition pour revenir au travail. Quand même, Aymeric, là aussi un débat de droit, puis un débat presque sociologique. Un salarié s'autoteste, il est positif au Covid, il ne le dit pas, il revient à son travail, à son lieu de travail, il jette son test, il est positif, comme on fait là ? Alors là, mais évidemment, c'est sur la liberté de chacun et l'éthique de chacun ? C'est exactement cela, puisque normalement, la responsabilité du salarié, c'est que si, à l'usage d'un autotest qui lui a été communiqué par son employeur, par voie postale ou sur le lieu de travail, aucun contrôle de l'autotest par quelqu'un de l'extérieur. C'est à l'appréciation de celui qui se teste. Exactement. Donc il fait un peu ce qu'il veut. À peu près. Non, mais c'est un vrai sujet. Malheureusement. Voilà, oui. Cette personne a des obligations professionnelles, a peur de perdre son emploi et dit je préfère rester à mon poste en étant positif. Voilà, il y a eu des abus, mais relativement peu en réalité sur le volume. Bon, avant de nous quitter, vous êtes optimiste pour cette rentrée de septembre, pas sur le plan économique, mais justement sur le fait que les salariés reviennent en masse, qu'on trouve un juste équilibre entre cette vie qui a été construite pendant un an et puis celle qui nous attend en septembre. Vous êtes optimiste ou il peut y avoir des tensions ? Alors, je ne suis pas très optimiste parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il est difficile de faire revenir les salariés. Si vous voulez, les salariés ont pris des bonnes ou mauvaises habitudes, et ça va être un peu compliqué. Il y a encore des réticences, il y a des craintes. Donc, c'est un accompagnement. Il y aura beaucoup de travail à faire en communication interne avec ou non les élus, s'ils existent.
Et puis je pense à tous les franciliens, les 12 millions de franciliens qui faisaient 1h30 de trajet par jour, parfois 2, et qui se disent, après tout, j'ai fait le même travail de chez moi, donc ça va être compliqué de les convaincre de revenir. L'employeur pourra les licencier, il n'y a pas de risque de licenciement, c'est un salarié qui résiste fermement. Non, au contraire, le salarié s'expose là cette fois-ci à une sanction puisqu'il serait en absence injustifiée. Donc licenciement possible. Donc licenciement jusqu'à faute ou faute grave possible. Donc il ne peut pas s'opposer, le collaborateur, à l'idée qu'on le fasse revenir à son poste de travail. Non, si ça a été la décision de l'employeur. Bon, écoutez, vous viendrez nous en parler en septembre, parce qu'il y aura peut-être une petite jurisprudence qui va commencer à émerger autour de ces sujets, parce que le droit du travail se construit aussi beaucoup sur la jurisprudence. Bien sûr. Merci Émeric Hémon d'être venu sur le plateau, avocat associé en droit social au cabinet FIDAL, et on l'a compris, vous accompagnez beaucoup d'entreprises, vous répondez à beaucoup de questions. Merci d'être venu. On fait une petite pause, la petite pause café. La pause café de Fanny Griesmer, évidemment, elle est incontournable. Le syndrome de l'imposteur, de l'imposteuse, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, Fanny va nous en parler. C'est assez troublant, c'est-à-dire qu'on a le niveau, mais on a l'impression qu'on est l'imposteur. Qu'est-ce que ça cache, ça? Qu'est-ce que ça dit de nous, de notre personnalité, de notre psyché, en quelque sorte? Fanny Griesmer nous dit tout. Fanny, avant d'avoir des reproches, d'essuyer une pluie de reproches, évidemment, on ne va pas faire de la part de vous, une séance de psychanalyse ou de psychothérapie. J'aimerais bien. Mais en tout cas, ce que vous soulevez, Fanny, c'est ça quand même que vous soulevez dans le syndrome de l'imposteur. Oui. Il y a un diagnostic, il y a une situation, puis ça cache des choses Ça profondes. cache des choses. Globalement, on part du constat que vous pouvez avoir une bonne carrière, solide, vous avez des promotions. Ça, on en rêve tous. Certains arrivent largement, et c'est la majorité d'ailleurs, à se réjouir de leur succès. D'autres ont le sentiment de ne pas pleinement mériter les lauriers qu'ils reçoivent, de ne pas être à la hauteur, et ça c'est constant. Ils vivent aussi dans la peur, et ça c'est à noter, qu'un jour leur incompétence soit révélée au grand jour. Ça, ils craignent ce moment-là. Et constamment. Alors ça n'a rien à voir avec une fausse modestie qui peut être un petit peu agaçante. Non, cela mine vraiment, et cela porte un nom, c'est le syndrome de l'imposteur. Ils n'endorment pas, quoi. Ils n'endorment pas, ils ont dans la tête ces petites phrases « je ne vais pas y arriver »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je n'ai rien à faire ici ». Alors ça peut vous arriver, peut-être parfois, mais les personnes qui souffrent de ce syndrome, c'est quasiment constant. Des petites phrases qui résonnent et qui minent effectivement. Alors le phénomène a été identifié aux États-Unis par 2 chercheuses en psychologie à la fin des années 70. On parle de syndrome, le mot est fort, on parle plus un phénomène, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas à proprement parler d'une maladie, c'est plutôt un dialogue interne, cette petite voix qui sape la confiance de certaines personnes, phénomène plus répandu qu'il n'y paraît. On estime que 70% des gens en font l'expérience au moins une fois au cours de leur vie. On ne peut pas, malgré tout, Fanny, résumer cela à un manque de confiance, parce que j'introduisais le débat là-dessus. Alors, c'est pas seulement, c'est pas que effectivement, on peut manquer de confiance en soi sans être pour autant dans le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il repose en réalité sur 3 piliers. Le premier, l'impression de ne pas être légitime. Le second, le fait d'attribuer toutes ses réussites à des causes externes. Et le troisième, la peur d'être démasqué et traité d'imposteur. En somme, vous doutez constamment de vos capacités. Vous êtes incapable d'attribuer votre réussite à votre seul mérite. Vous vous dites que vous avez avancé dans la vie à coup de chance, de sympathie avec les autres, ou même d'erreurs de casting. Et vous craignez en plus qu'un jour quelqu'un ne se rende compte de la supercherie. Et bien là, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Alors ce syndrome, il aurait tendance à apparaître à certains moments de la vie professionnelle, plutôt lors des périodes de transition. Par exemple, quand on se qualifie pour la première fois dans son domaine de compétences, vous avez par exemple votre diplôme et vous postulez un premier poste. Quand vous démarrez aussi un nouveau cursus ou un nouveau cycle. Et enfin, quand on obtient une promotion. On se dit, est-ce que je l'ai vraiment mérité? Est-ce que je serais capable? Est-ce que j'aurais les épaules pour assurer ce nouveau poste? Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à rentrer dans la psychologie un peu plus fine. Ça touche quoi? Plus les hommes, plus les femmes, plus les femmes? Plus les femmes, effectivement. Alors déjà, les perfectionnistes, ça vous rappelle quelque chose? Le concept a été théorisé par 2 chercheuses qui ont étudié un panel de femmes brillantes, mais qui s'estimaient
incompétentes. Mais effectivement, ça touche davantage des femmes, même s'il y a quand même quelques hommes, des femmes qui sont plus promptes à douter d'elles-mêmes, toujours moins bien payées que les hommes dans la vie professionnelle, confrontées au plafond de verre et aussi à de nombreux stéréotypes. Bref, les femmes auraient davantage tendance à se dévaloriser, mais aussi à se comparer aux autres. Elles ont tendance aussi à sous-estimer leurs capacités, à s'attribuer personnellement les raisons d'un échec, quand les hommes, eux, à l'inverse, se surestiment et invoquent des facteurs exogènes pour justifier leur revers. Alors, ce syndrome se manifeste de manière assez différente et même assez contradictoire. Ça entraîne effectivement deux types de réactions assez caractéristiques. D'une part, ça peut être le perfectionnisme. Alors, on en revient à ça, vous voyez. D'autre part, la procrastination. Donc là, on est carrément à l'opposé. Dans le premier cas, sur le perfectionnisme, on va surcompenser en travaillant beaucoup plus que les autres, en ne négligeant aucun détail, jusqu'au surmenage, voire même jusqu'au burn-out. Et dans le second, la procrastination, le fait de ne pas se sentir à la hauteur va entraîner une tendance à se décourager et à repousser sans cesse le moment de se lancer ou de travailler. On en a déjà parlé ensemble, Arnaud. Oui, ça fait penser au sujet qu'on avait évoqué sur les perfectionnistes, ce livre. Effectivement, aussi, en début de semaine. Et en réalité, ça peut être un vrai frein pour la carrière professionnelle. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que le fait de se demander constamment si vous êtes assez bien, ça pourrait vous inciter à faire mieux, à vous dépasser. Sauf que l'effet peut être totalement néfaste pour votre carrière. Car se dépasser ne signifie pas dépasser son sentiment d'illégitimité, d'où le risque d'autocensure, je vais y arriver. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas assez bon, vous aurez peur de demander une augmentation, de changer de poste. Bref, vous finirez par travailler toujours en dessous de votre potentiel. Donc, est-ce que le télétravail, puisqu'on va beaucoup en parler dans notre débat et on vient d'en parler, est-ce que tout ça a un peu exacerbé ce sentiment ? Bien justement, oui, ça ressurgit. Certaines personnes ont même développé un syndrome de l'imposteur qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup avant, encore plus maintenant. Les recherches concernant le syndrome de l'imposteur auraient progressé de 150% en un an sur la version britannique de Google. C'est ce qu'indique une toute récente étude menée en Grande-Bretagne par l'organisme de formation The Hub Events entre mai 2020 et 2021. Cette étude qui révèle que le stress suscité par la crise du Covid et les incertitudes aussi qu'elle a engendré auraient activé, voire réactivé chez certains un fort sentiment d'imposture. 85% des adultes au Royaume-Uni se sont incompétents au travail. 85%. Dans le détail, ce sont 90% de femmes et 80% d'hommes. Un chiffre considérable imputé notamment au télétravail. Pourquoi ? Très court, Fanny. En fait, c'est des aspects du télétravail qui vous entraînent dans une spirale de doute. En télétravail, vous n'avez pas de cadre. Ça vous incite soit à procrastiner, soit à l'inverse, à travailler plus que de raison. Il y a aussi l'absence ou le manque de feedback. Vous n'avez pas de retour, pas de validation. Donc finalement, ça vous prive de repères, d'indices sur la valeur du travail que vous effectuez. Mais le doute est aussi entretenu par les modes de communication, essentiellement à l'écrit. Et à l'écrit, ça peut être source de malentendus avec des propos jugés à tort négatifs et donc dévalorisants. Et puis bien sûr, ce sentiment d'insécurité face à l'emploi, un sentiment que la crise a renforcé et qui interroge certains d'entre nous sur leur légitimité à remplir les fonctions d'un poste qu'ils ont peut-être la chance ou pas, en tout cas, d'occuper. Le syndrome de l'imposteur, décrypté par Fanny Griesmer. Bon, pas simple. Non, c'est pas simple, ça va chercher loin. Tous ces syndromes renvoient à la maladie, renvoient à une forme de maladie. Ou de troubles psychologiques, en tout cas. Merci, Fanny. C'est un malaise, en tout cas. C'est un malaise. En tout cas, il n'y a pas de malaise entre nous. Merci, Fanny. On fait une petite pause. Le cercle RH, ce sont les experts. On va s'intéresser au déficit public. Ils explosent, 9,3, 9,4. Et puis, on va s'intéresser à ces règles de déconfinement qui inquiètent les collaborateurs, qui peut-être même les démotivent. Voilà, des Français qui attendent les vacances comme beaucoup, mais aussi cette rentrée de septembre. On va faire le point avec nos experts, les experts de Smart Job. C'est tout de suite après cette courte pause. Le cercle RH avec nos experts, les experts du vendredi, avec plusieurs sujets qui ont trait directement à Smart Job d'ailleurs et au job et à l'emploi.
les règles de déconfinement, faire revenir les salariés au travail, sont-ils motivés, sont-ils démotivés, comment on fait concrètement, puisque le 9 juin, eh bien, c'est la fin globalement de ce télétravail 5 jours sur 5. Est-ce que les salariés ont bien envie d'y retourner? Ça, c'est un sujet important. Est-ce que la productivité était et sera au rendez-vous? Ça, c'est la relance économique. Et puis, on basculera évidemment sur les déficits publics parce que les chiffres sont évidemment assez effrayants. Ces fameuses règle des 3%, bien sûr, a explosé en vol. On est à 9,3, 9,4 l'an prochain, peut-être plus. Est-ce que tout ça aura un impact sur l'emploi? Évidemment, on va faire le point avec mes invités. Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Et je ne voudrais pas oublier, cette fois-ci, de ne pas présenter votre livre, de présenter votre livre. Décider, ça se travaille. Parce que c'est une de vos passions, la manière dont on décide, la manière dont Emmanuel Macron prend des décisions aussi, parce que là, il prend beaucoup de décisions avec la fin du masque, peut-être fin juin, dit-il. Donc, il y a quand même beaucoup d'annonces qui donnent le sourire aux Français. Bah oui, nous sommes en campagne présidentielle, évidemment. Jean-Claude Beaujour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avocat international en droit des affaires et vice-président de France-Amérique. Et là, c'est un sujet éco que vous avez lancé. Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, on nous dit qu'il faut rapatrier nos industries. On en parlera peut-être avec vous. Et puis Stewart Shaw, c'est un plaisir de vous accueillir, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Je commence par vous, c'est intéressant parce que c'est quand même l'opinion que les entreprises regardent vos études, se disent bah, les Français sont plus télétravail. Qu'est-ce que disent les Français sur ce moment de bascule qui est important? 9 juin, puis il y aura une dernière date, c'est le 30 juin, où normalement, là, on pose les masques, on va tous à la plage et on commence à danser dans les discothèques. Qu'est-ce que disent les Français là? Ils sont inquiets, ils sont mobilisés? Alors déjà, il y a un sujet majeur qui est effectivement la perception qui évolue du travail en France. On a réalisé une étude dans le Figaro il y a quelques semaines qui montrait que 89% des cadres français, 80% des Français estimaient que l'organisation du travail en France allait être bouleversée dans les années à venir. Donc c'est déjà l'idée que les changements qui ont été opérés pendant la période du Covid vont s'installer durablement. Donc déjà, il y a une opinion qui est préparée à cette évolution-là. Et qui ne souhaite pas revenir en arrière. Qui ne souhaite pas revenir en arrière. Qui ne reviendra pas en arrière. La question, par contre, c'est la manière dont on organise, les modalités avec lesquelles on va organiser ces évolutions-là. Et je pense qu'il y a deux registres qui sont très importants dans le rapport évolutif des Français au travail. C'est d'abord la question organisationnelle, c'est vrai, les Français veulent du télétravail, mais ils veulent du télétravail qui ne soit pas contraint. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une demande, il y a une tendance majeure à la personnalisation de plus en plus forte. C'est un enfant gâté, le collaborateur? Un petit peu, peut-être. Vous parlez comme si on évoquait un enfant gâté. C'est une question qui se pose. Il veut bien, mais pas trop. C'est une question qui se pose, mais effectivement, il y a une tendance très très forte, et je pense qu'il sera des conséquences assez importantes, d'une demande de personnalisation, de flexibilité de plus en plus accrue, du temps de travail et de l'espace de travail. Ça va avoir des conséquences d'un point de vue managérial énormes. Juste pour faire un peu de sociologie, vous vous rappelez les grandes usines où on entassait les gens pour faire des voitures à la chaîne. Maintenant, le robot les a remplacés. Ils devaient pointer à l'entrée et à la sortie. On en est très loin. On est en train d'individualiser, c'est-à-dire que le DRH va être obligé d'individualiser finalement le parcours de chaque collaborateur dans ses horaires, dans sa manière de vivre. Ça va se compliquer quand même là. Oui, ça va se compliquer. En même temps, ça me fait sourire parce que les collaborateurs sont très lucides. Quand on leur demande si c'est intéressant pour eux de télétravailler, ils disent tous oui. Ils voudraient 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours, mais 2 jours ce serait mieux. Et si on leur demande si c'est bon pour eux, ils disent oui. Et est-ce que c'est bon pour l'entreprise? À 54%, ils disent non, pas vraiment. Voilà. Donc ils sont lucides. Donc c'est très amusant de voir qu'on est quand même dans la réalité. Les collaborateurs savent que c'est difficile. Et pour les managers, c'est extrêmement difficile. Et ce qui va être encore plus difficile, quand tout le monde est en télétravail, le manager peut s'arranger. Mais quand ça va être hybride et qu'il va gérer les réunions en présentiel et en distanciel en même temps, les managers vont devenir fous, ça c'est sûr. Vous en pensez quoi, Jean-Claude Beaujour? On le voit comme avocat, je le vois sur le terrain. Il y a une double contrainte pour le dirigeant. La première contrainte, c'est l'obligation de sécurité. Et on voit bien nos demandes dans les départements, dans notre département droit social, augmentent en demande de conseil. Donc, obligation d'assurer la sécurité, surtout après le Covid, avec un risque de responsabilité pour l'employeur, c'est clair. Dans le même temps, il y a, on l'a dit, si on veut retrouver la croissance à 5%, si on veut aider à réduire les déficits budgétaires, il faut
faut travailler. Croissance à 5%. 5%, c'est ce qu'on s'était dit. Oui. Donc il faut être au rendez-vous pour répondre aux contrats, pour répondre aux demandes de projets. Et il y a de l'argent, il y a encore, paradoxalement, il y a beaucoup d'argent. Nous avons des demandes de financement, des demandes de projets. Pour autant, il faut que l'entreprise réponde positivement. Donc il faut dynamiser les équipes. Alors je crois que le point d'équilibre est le suivant. C'est que finalement, entre les obligations des uns, les contraintes et les perspectives économiques, le point d'équilibre, ça sera finalement le fait de dynamiser l'entreprise, et le dirigeant aura cette obligation de dire, voilà, nous avons un contrat, nous avons un projet, nous avons une deadline, nous allons nous organiser comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'employeur. On sent bien qu'il y a une demande de souplesse, mais malgré tout, vous savez, dans le monde des affaires, la souplesse n'est pas nécessairement au rendez-vous. Juste un petit mot, parce que je veux qu'on reste un peu sur les déficits publics, parce que je trouve ça assez colossal, ce chiffre qui est extravagant, puisque quand on était à 3,2, déjà, les hommes politiques s'arrachaient les cheveux en disant que le pays allait s'effondrer. On est à 9,3, et ça, c'est Bruno Le Maire, qui au même moment dit quand même que la relance est là. Les entreprises, les TPE, les PME, Stewart Shaw, elles sont, je ne parle pas des grands groupes, qui ont une capacité de résilience, mais les moyens, il y a de l'inquiétude là sur cette rentrée, parce qu'il y a quand même, on retire la prise là, l'URSSAF va commencer à demander des cotisations, le fonds de solidarité il baisse, c'est-à-dire que doucement mais sûrement on revient dans la vie réelle, et ça risque d'être douloureux, non? Vous avez raison déjà de faire une différence entre les tailles d'entreprise. Ah oui. On a réalisé beaucoup d'études auprès des dirigeants d'entreprise, on a des clivages et des divergences d'appréhension du monde qui va arriver, très différentes entre les tailles d'entreprise et les secteurs d'activité. Vous voyez aujourd'hui les PME, il y a une étude qui est sortie, publiée dans les Échos, qui montre que finalement le bénéfice des PME n'a pas été si catastrophique que ça sur l'année qui précède. Mais ce qui est évident, c'est qu'il va y avoir un impact de la crise que l'on a vécue qui va s'exprimer très très vite, dès le mois de septembre, en pleine campagne présidentielle en plus. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit, c'est que je pense qu'effectivement, la question de la dynamique en interne des entreprises, elle est évidente et elle est nécessaire. Je vous donne un exemple. Quand on a réalisé ce baromètre des décideurs, on a essayé de construire cet indice du moral des décideurs. Et à la rentrée, finalement, on se rend compte que les Français et les décideurs, les dirigeants des entreprises, sont plutôt optimistes sur la suite. Par contre, il y a un indicateur sur lequel ils ne le sont pas, c'est la motivation des collaborateurs. Ah bah voyez, c'est central ce que vous dites. C'est un travail considérable à faire. Motiver les collaborateurs qui, changent de paradigme, on change de façon de travailler, on va avoir plus de conférences téléphoniques par rapport au passé, mais beaucoup moins que ce qu'on a eu. Les gens vont devoir se rencontrer. Ça va être très compliqué. Et compliqué parce que nous avons des PME. N'oublions pas que notre tissu économique, c'est 80% de PME. Terminé, puis Marine Balançard, parce que sur cette question de la motivation, vous êtes un cabinet qui est accompagné, puis vous avez une vision sur... là, le décideur, il va falloir qu'il décide. Il y a moins de motivation. 55. Excusez-moi, est-ce que c'est pas un peu, pour aller un tout petit peu loin, allons au bout, est-ce que c'est pas un peu la fin du travail qu'on a connu au XXe siècle? C'est-à-dire le travail obligatoire, on prend le métro, on va au boulot, on a un chef qui est pas drôle et puis on revient le soir. Est-ce que tout ça n'est pas en train d'un peu d'exploser? 64% des cadres français et 50% des actifs français considèrent que leur rapport personnel au travail va changer. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de modalité du travail, de rapport au travail qui évolue. Maintenant, l'enjeu, c'est vraiment de définir le périmètre de cette nouvelle forme. Vous en pensez quoi de ce rapport sociologique au travail? Le fait que, j'évoquais les usines automobiles, mais c'est l'industrie, on est en train de déréguler le travail. Il a été dérégulé, ce travail. Oui, c'est vrai que sur la motivation des salariés, c'est une question. Là, il y a des stagiaires pendant le confinement qui ont été embauchés à distance, qui ont travaillé à distance et qui ont fini leur contrat à distance. Et qui n'ont jamais vu personne dans la boîte. Vu personne dans l'entreprise, qui ont fait des reportings à des managers. Donc, on peut se poser la question de leur formation et de qu'est-ce que ça leur a apporté. Et qu'est-ce qu'une entreprise, au final? Et qu'est-ce qu'une entreprise pour eux? Et quelle est ma motivation à travailler de façon désincarnée, comme ça, pour une entreprise et pour des gens que je n'ai jamais vus. C'est quand même la question qui est posée, puisqu'il y a l'humain qui s'y retrouve, parce qu'effectivement, moins de transport, moins de fatigue, un lieu de vie qui est le sien. Et l'entreprise, elle se dit, après tout, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus d'engagement, moi. C'est exactement le point d'équilibre à trouver, parce qu'on voit bien, et on sait bien, nous sommes les premiers à en bénéficier, à se dire, finalement, il y a des réunions pour lesquelles on faisait 1 heure de trajet, 1 heure de réunion, 1 heure de retour, c'est 3 heures, et c'est vrai que de ce point de vue, le télétravail, la digitalisation a favorisé les choses.
Pour autant, il faut croiser les gens, il y a des décisions qui se prennent lorsque vous rencontrez, vous avez besoin, nous sommes des êtres humains, il nous faut sentir les choses. Alors, je peux vous garantir que, par exemple, dans les relations commerciales internationales, on se dit bien, on a été soulagé de faire moins de transport aérien. C'est évident. C'est évident, moins de jet lag, mais pour autant, on se rend bien compte qu'on ne peut pas fonctionner avec zéro rencontre. Oui, c'est le 100% qui n'existe pas. C'est comme pour le télétravail, d'ailleurs, on est d'accord là-dessus. C'est qu'il y a des salariés qui disent, moi je suis bien chez moi, mais j'ai quand même besoin de revenir une journée dans ma boîte pour prendre le contact, pour prendre le pouls, pour parler. Tout simplement. Vous parlez de motivation. Il ne faut pas jeter la pierre simplement aux salariés, il faut simplement dire que c'est humain. Quand c'est du tout digital, c'est vrai qu'on perd en dynamique, on va se connecter, et puis nous on le voit bien, même si on est très motivé, il y a des réunions pour lesquelles on n'est pas obligé, nous avons des conférences, etc. Pour autant, on voit bien que si ça n'est que du digital, c'est plus compliqué. Moi, j'ai du networking en digital. Ouais, c'est pas possible. Ça me semble difficile. C'est mieux que rien, mais c'est pas top, quoi, le networking en digital. Déficit public, je veux surtout pas qu'on se quitte, parce qu'il y a plein de choses à dire autour de ça. C'est 47 milliards de plus que ce qui était prévu initialement par le gouvernement. Pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est intéressant. Le chiffre de 47, parce que c'est 9,4 pour 2021, on est à 9,2, c'est-à-dire que nos déficits vont progresser. Ça représente 47 milliards. Dette Covid globale évaluée à 450 milliards. Un demi-trillion. Vous qui venez de la finance, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Un demi-trillion, nous sommes partis dans... comment vous regardez ces déficits? Parce que là, il va y avoir des débats sociologiques des salariés. J'y retourne pas. Puis il y a un débat politique de fond. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Comment on la transforme? Puisque ça pose la question des PGE. On est quand même dans une période un peu angoissante quand même. Enfin, c'est pas pour mettre du noir alors que le soleil commence à briller, mis à part l'orage, mais c'est quand même c'est effrayant ce qui nous attend là. Mais ce qui est très intéressant, et c'est un enjeu fondamental politique d'ailleurs, c'est qu'on va passer d'une vision de la protection avec le quoi qu'il en coûte, où on va découvrir que finalement ça a un prix. Donc on va passer d'une vision de la protection à une vision peut-être un peu plus rigoureuse, où on voit arriver Bruno Le Maire en disant cette dette, il va falloir aussi la payer. C'est un mot que les Français n'aiment pas trop. Mais surtout en période électorale. Je veux dire, qui sait, pour financer ce déficit, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on augmente effectivement les impôts. Bruno Le Maire a dit non. Voilà, à quelques mois des présidentielles, je pense que ça peut être très problématique. On ne peut pas dire autrement. C'est impossible. Je vais augmenter les impôts. Soit effectivement on peut baisser les dépenses publiques. Or on est quand même sorti d'une période où finalement on a une opinion qui est de plus en plus favorable à cette idée que l'État doit être là. L'État-providence, on a parlé c'est une révolution, ça. Nous allons devoir faire des choix stratégiques parce qu'on a vu, on a pêché sur le secteur de la santé par manque d'anticipation, parce qu'on a fait des choix budgétaires qui ne correspondaient pas aux besoins de l'époque. On voit bien que sur certains sujets, on n'est pas bon. Réindustrialiser la France, faire des choix stratégiques, ça suppose de l'argent, ça suppose une volonté. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais moi, ça fait 25 ans que je fais des débats sur la réindustrialisation de la France. Depuis 1970, le déficit n'a jamais été... Mais vous avez bien vu qu'on a vu avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'une partie de notre industrie était à l'étranger. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir... Sanofi a raté le coche. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir dire à tout le monde vous rentrez à la maison, mais en revanche, il va falloir faire d'autres choix. Mais les déficits publics, Marine Balançard, vous les abordez comment à l'aune d'une émission autour des questions d'emploi? Parce que les Français, ils sont pas fous. Il y a une année présidentielle, on leur dit il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Bon, ils se disent d'accord, très bien, mais où est-ce qu'on va prendre nos marges? Comment on fait? C'est ça la question. Si on augmente d'un demi-point les taux d'intérêt, les Français l'ont bien compris parce qu'ils gèrent aussi leur budget, ils ont compris que la France, elle se retrouvait KO. La France, elle est quand même un petit peu fragilisée par cet endettement colossal à long terme. C'est cumulé à notre endettement. C'est la conséquence du quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que la dernière fois, je disais que j'étais pas très favorable à cette expression, parce que c'est pas une expression de bon père de famille. On n'a pas donné un mandat pour quoi qu'il en coûte. Mais je voudrais revenir sur la façon dont Bruno Le Maire a annoncé cette mauvaise nouvelle des déficits publics, en disant en une bonne, en fait. Ça passe de 9% à 9,4%. Donc effectivement, ça fait 47 milliards de déficit supplémentaire, donc c'est monstrueux. Rien que la décision de confiner en avril, c'était la décision à 11 milliards. On savait que ce reconfinement léger allait coûter 11 milliards. Donc il y a un homme, le président, qui prend des décisions à 11 milliards. Là, on arrive à 47 milliards. C'est l'homme qui valait 3 milliards dans le film, là c'est l'homme qui valait 11 milliards. Et Bruno Le Maire donc, annonce ça avec, très simplement, en disant il faut garder son sang-froid. Donc il y a
Il n'y a rien de pire que de dire qu'il faut garder son sang-froid en annonçant des nouvelles trajectoire terribles. 2025-2027, c'est-à-dire qu'il dit globalement 2025, on commence à retomber doucement sur nos pieds. Enfin, il y aura encore des déficits colossaux en 2025. Hein. Mais c'est colossal. C'est colossal. Bien sûr. Sur l'emploi, comment on fait là? Parce qu'on dit, mais ça n'a rien à voir. Les déficits publics n'ont pas d'incidence sur l'emploi. Si, ça a une incidence sur l'emploi. Vous savez, d'une certaine manière, alors, disons quand même qu'on a pu sauver, on a pu éviter la catastrophe sur le plan humain. Social. Et social, il faut le reconnaître parce que nous étions dans une situation. Non, mais l'argument du ministre, c'est que notre relance sera plus rapide avec cette stratégie. C'est ça son argument. C'est ce qu'il dit. Mais effectivement, il faut que tout le système fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'accompagnement des entreprises, on ne va pas pouvoir simplement débrancher d'un jour, vous savez, comme ça, débrancher et puis dire aux gens, débrouillez-vous. Il va falloir, débrancher en douceur. Il va falloir aider les dirigeants et on parlait de modalités de fonctionnement, mettre en synergie, décider ensemble. Je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à la suite, qu'on ne dise pas simplement on arrête et on recommence comme avant, qu'on visualise ce que va être demain. C'est là où la notion d'anticipation est importante. Enfin, dans les réformes, parce que la question des déficits publics renvoie évidemment à des réductions budgétaires. Alors, c'est un vieux sujet qui remonte à Éric Woerth, la RGPP, la réforme générale des politiques publiques, c'est-à-dire un non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage qui arrive au 1er juillet. Tout ça est un peu orthogonal avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec un État omniprésent qui accompagne, qui à certains égards cajole presque. Oui, mais il y a quand même une singularité à cette crise, c'est qu'elle est, par rapport à 2008 par exemple, on est sur une crise qui est évidemment très conjoncturelle, où on détermine assez bien où est-ce que est, entre guillemets, l'ennemi. Elle a de singulière aussi, c'est que pour le gouvernement, l'un des leviers d'action, c'est finalement la croissance et la relance de la consommation. 5%, enfin je entendais 5%, bien sûr, c'est extravagant, on n'a jamais dépassé 2% en période de forte... Absolument, donc c'est une hypothèse qui est en tout cas très positive et optimiste en tout cas. Optimiste, mais je pense plutôt positive. Je sais pas, positif, je mettrais optimiste aussi. Donc à voir pour la suite. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette gestion de crise... C'est l'opinion s'inquiète là. Mais évidemment, c'est que l'opinion, et vous le disiez très, très justement, est lucide. Pour autant, si vous leur demandez quels sont aujourd'hui les sujets prioritaires qu'ils veulent aborder, le déficit public, il n'existe pas. Non, c'est vrai. Pour eux, c'est... Donc, si vous voulez, il va falloir aborder... Pouvoir d'achat et emploi. Oui. Absolument. Donc, il va falloir aborder ce sujet-là par l'intermédiaire d'autres sujets prioritaires. Ils n'ont pas compris le lien entre déficit public et réforme, parce que ça veut dire que très concrètement, c'est des réductions ou une augmentation du nombre d'années des retraites, c'est une réduction des indemnités d'assurance chômage. Ça a une incidence, ça. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, il y a quand même une ambiguïté, c'est que si on veut la croissance, il faut que les gens dépensent. Et là, on commence à dire qu'on va réformer les retraites. Et on sait que chaque fois qu'on dit qu'on va réformer les retraites, les Français arrêtent de consommer et font de l'épargne de précaution. Donc on se retrouve dans une situation qui est quand même assez difficile. C'est difficile de faire des prévisions. Je suis d'accord. On ne peut plus rien dire en fait. Vous en pensez quoi de la stratégie qui consiste à dire, parce que c'est exactement comme ça que le président de la République vend et va vendre sa campagne présidentielle, je suis le pays qui, par cet argent public déversé sur les entreprises, a permis une relance plus rapide. Il le dit, nous serons les premiers à pouvoir repartir. Argument de communication ou pas ? Au premier trimestre, ça n'a pas marché. On s'aperçoit que la croissance est bien inférieure à ce qu'on avait anticipé. Et non, vous n'êtes pas convaincu par cet argument. La France est surendettée. Il faut voir ce qu'on a fait par rapport aux autres pays. Donc là, on est en train de basculer du côté Italie, Espagne, d'un point de vue endettement, déficit. On y était déjà, Marine Balançard. Dette sur PIB. On y était déjà, quasiment. Là, on est en train de... On coule avec eux. On coule. En tout cas, on n'est pas du côté allemand. On est d'accord. On a une discussion, il y a 2 angles dans notre discussion. On manipule les chiffres, les concepts, etc. On comprend et on se comprend. Sauf que, et c'est le deuxième angle, nos concitoyens, puisque vous avez parlé de débats politiques, nos concitoyens, eux, ce qu'ils vont regarder, c'est combien ça me coûte. Concrètement. Concrètement sur ma fiche de paye, est-ce que mon emploi est menacé ? Et je rappelle nos 80%, le tissu économique, c'est 80% de PME, le chef d'entreprise, ce qu'il va regarder, c'est comment il s'organise, est-ce qu'il peut relancer ses projets, etc. etc. Et c'est cela qui fera, au mois d'avril-mai, je pense que malheureusement, on ne peut pas jouer de la campagne par avance, c'est cela qui fera la réponse sur le terrain le moment venu. Juste avant de nous quitter, j'ai le sentiment qu'après cette crise Covid, dont on n'est pas tout à fait sorti d'ailleurs,
l'entreprise n'a jamais eu un rôle aussi important. Moi, j'ai souvenir de débats politiques où l'entreprise était un vulgaire suceur de sang qui exploitait le salarié. On n'a jamais autant parlé d'entreprise et positivement du chef d'entreprise. Je ne sais pas ce que disent les sondages là-dessus, mais il y a une transformation du rapport à l'entreprise. C'est une tendance, c'est un indicateur majeur de l'opinion, vous avez raison de le rappeler. L'entreprise est devenue l'acteur attendu parmi l'État, le gouvernement. Celui qui peut transformer le monde. De l'intérêt général sur un ensemble de registres, environnement, social. Et donc c'est un acteur aujourd'hui public et politique. Mais c'est le premier acteur dans lequel les Français ont confiance. C'est plus le gouvernement, c'est le premier. Et puis les politiques n'ont plus la main. C'est l'entreprise à qui on donne les clés pour transformer le monde. Et puis on a réalisé avec le Covid le fait de nous enfermer, le fait d'interdire le fonctionnement. On a bien vu qu'il y avait des acteurs essentiels de notre société, le petit commerçant qu'on ne regardait pas, le livreur de ceci, etc. C'est un monde qui s'est ouvert. C'est un monde qui s'est ouvert et on a réalisé que ce n'est pas l'administration qui crée des emplois, c'est le secteur, a dit secteur marché, le secteur privé qui crée véritablement des emplois. Certains disent même que l'administration peut créer du déficit. Enfin, c'est pas pour rentrer dans un débat autour de la masse. Tout en sachant qu'on a besoin d'un État fort et ça, il faut aussi l'avoir en tête. Mais ce qu'il faut bien que moins avec mieux, mieux avec moins, c'est ça. En tout cas, il faut un État fort et nous avons cette chance-là en France, ne le bradons pas. Pour autant, on avait oublié que l'entreprise, vous savez, on a eu un fonds anticapitaliste, anti-chef d'entreprise. On a oublié que ceux qui font fonctionner le pays, c'est chacun d'entre nous. Nous créons 1 ou 2 emplois et ce sont tous ces emplois qui font que derrière, le pays crée de la richesse. De la valeur. Un dernier mot, Marine Balançard. Un dernier mot, moi j'ai été frappée dernièrement par le début de campagne d'Emmanuel Macron qui a commencé il y a un mois, on en parlait, et là je l'ai vu à Saint-Cirque-la-Popie, donc pendant qu'on annonce 47 milliards de déficit, lui il va à la campagne, on dirait qu'il part en vacances, et on voit les Français... C'est un bel endroit choisi pour démarrer la campagne. Et on voit les Français qui le célèbrent, et je me suis dit, ça fait penser à la libération de la France après la Deuxième Guerre mondiale, et donc il y a un contraste d'image. Il y a un contraste d'image entre les chiffres et puis l'image qu'on nous donne. Voilà. L'économie, c'est de la confiance. Marine Balançard, merci d'être venue, DG du cabinet de formation de conseil Ariséal, avec ce livre, Décider, ça se travaille. Vous l'avez coécrit d'ailleurs avec Marine de Chercé, parce que c'est important de donner aussi les co-auteurs. Il est sorti chez Erol. Merci à Stewart Shaw, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice, qui est toujours utile d'avoir l'opinion. Merci Stewart. Et puis merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Et puis votre livre, Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation, c'était sorti chez Descartes. Merci à vous trois. On termine par un petit éclairage, c'est le livre de Smart Job, comme chaque vendredi, le manager sapiens, le manager magnifique. Tiens, ça c'est un bon thème de débat quand vous reviendrez, parce que les managers, ils sont très très sous pression en ce moment. On va en parler tout de suite avec l'un des auteurs, Cyril de Souza Cardozo. Il nous rejoint. Cyril de Souza Cardozo, merci d'être avec nous. Vous êtes un jeune entrepreneur. J'imagine que vous avez écouté le débat qu'on avait. Tout à fait. Avec intérêt. Qui a dû vous intéresser. Vous êtes expert conférencier sur les thèmes de la créativité, de la conduite de projets d'innovation. Et vous sortez avec Jean-Christophe Messina, préfacé par Jérôme Friteau, aux éditions Deboc. Je dis pas de bêtises. Non, très bien. Jusque-là, j'ai été bien. Manager sapiens, le manager magnifique du 21e siècle. Tiens, puisque Marine Balançard l'évoquait tout à l'heure, ces managers sous pression qui vont faire de la visio, qui vont faire du présentiel, qui vont devoir remonter des tableaux de bord à leur direction. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en parlant de ce manager sapiens? Parce que vous évoquez tous les défauts de l'entreprise que vous balayez dans ce livre. Alors l'idée originale du livre, c'était vraiment de repenser le management au XXIe siècle, bien avant même d'ailleurs la crise sanitaire, avec cette idée de se dire qu'il fallait qu'on revienne à une sorte de bon sens biologique, qui est que les personnes qui sont dans nos organisations, ce sont des homo sapiens. Et nos manières d'interagir sont régies avant tout par des algorithmes biochimiques qui sont le fruit de l'évolution naturelle. Et ce qui est bien, c'est que justement la crise sanitaire a permis de mettre un peu, de challenger cette modélisation, cette approche-là. Mais alors, pour redescendre vraiment au ras des pâquerettes, qu'est-ce qui pourrit la vie d'une entreprise? Qu'est-ce qui fait que parfois les salariés préfèrent rester en télétravail que de rentrer au bureau? Parce que c'est de ça dont il est question dans votre livre, finalement. Alors, c'est des injonctions paradoxales, c'est cette culture laborieuse. C'est-à-dire qu'en effet, on est en train de confondre les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux individus, il faut arriver tôt au travail, partir tard, se mettre la tête dans le guidon. Ouais. Tout ça, ça ne respecte pas un aspect de l'homo sapiens, qui est que notre temps cognitif chaque jour, il est limité.
Et l'individu, pour être motivé au travail... Non, on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Voilà. Justement, laissons les machines d'ailleurs produire beaucoup. Nous, on n'est pas des machines. C'est vrai, il y a des machines qui produisent très bien. Exactement, et laissons-les faire. La réunionnite, des réunions inutiles, des managers qui sont parfois eux aussi dans des ordres très contradictoires, parce qu'il y a des ordres qui viennent d'en haut, ils ont leur gestion humaine. C'est quoi les clés utiles là, pour retrouver, en tout cas de réenchanter un peu le bureau? Parce que c'est le débat qu'on aura en septembre. Quand vous reviendrez, on aura ce débat en septembre. Tout le monde au bureau et tout le monde dit « j'ai pas envie d'aller au bureau ». L'objectif, c'est de comprendre qu'on a besoin de redonner ce qu'on appelle de la motivation intrinsèque aux individus. On doit sortir de cette époque où la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, la science nous a montré que les primes au travail ont un impact négatif sur la créativité et l'innovation. Ce qu'il faut, c'est revenir à ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Et là, il y a 3 leviers. Pour donner du sens au travail des gens, il faut leur donner le sentiment que leur travail a une utilité et qu'il s'améliore à l'intérieur. Et il faut leur redonner de l'autonomie. En ça, d'ailleurs, le télétravail a eu un intérêt, parce que d'un coup, elle a rompu cette surveillance. Le télétravail, ça a redonné de l'autonomie. Ça a obligé les managers à lâcher du lest, parce qu'une grande partie des managers justifient leurs revenus par le fait de contrôler. Ça, c'est un vrai sujet, le manager, quand il ne contrôle plus, il est perdu, parce qu'il a l'impression qu'il n'a plus de fonction. Est-ce que vous, parce que c'est intéressant, on a eu ce débat sur le plateau il y a quelques instants, mais vous qui êtes un expert sur ce sujet, on ne reviendra plus en arrière. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une nouvelle ère dont on ne connaît pas d'ailleurs toutes les modalités, mais globalement, le télétravail va s'imposer. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que de toute façon, il y avait des transformations qui étaient déjà en cours. Exactement. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ça. Et oui, on ne va pas revenir en arrière. Par contre, oui, les personnes ont eu un goût pour le télétravail. Ils vont d'ailleurs le demander. Ils vont demander, dans ce monde hybride, de revoir leur manière d'organiser le travail. Et inversement, alors, il va falloir repenser aussi l'espace de travail et revenir comme aussi à un bon sens, c'est que on est des homo sapiens, on n'est pas des êtres virtuels, on est des êtres biologiques. Et la meilleure technologie pour que 2 individus échangent, ça restera toujours l'échange en face à face. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jean-Claude Beaujour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il évite le vol Paris-New York, mais à un moment donné, il faut quand même se parler de face à face. Il faut échanger nos énergies, quoi. Tout à fait, on a besoin de ça. Juste avant de nous quitter, tiens, c'est intéressant, vous faites en quelque sorte aussi le portrait robot de ce manager magnifique. Ça, c'est l'éditeur qui vous a obligé à mettre ce titre, évidemment. C'est assez classique. Le manager magnifique du 21e siècle. C'est quoi un manager magnifique? C'est sa beauté physique? Non, c'est justement un manager qui va être capable de replacer la gestion du temps au centre des choses, d'arrêter de sortir de l'ère laborieuse pour penser l'efficience de l'organisation et savoir justement remettre les individus, les collaborateurs au centre des choses, en leur redonnant ce que je disais tout à l'heure, du sens, de l'impact, de l'autonomie, au service des missions de l'organisation. Mais juste, nos 2 invités, vous avez vu, c'est intéressant parce que ça fait écho au débat qu'on avait. Sens, autonomie, en fait, c'est un peu les critères du télétravail qu'on est en train le télétravail traite de ces critères-là. Donc, en fait, on n'y coupe pas, même si l'entreprise est très autoritaire, en fait, il y aurait des résistances des salariés, de toute évidence. Exactement, et elles disparaîtront. Exactement. Ça va résister, ça va bloquer. Mais je pense ce que vous disiez est très juste, c'est qu'on est passé d'un management peut-être un peu de la méfiance à un management qui va devoir se déployer sur le registre de la confiance. Et ça, c'est une transformation qu'il va falloir mettre en place assez rapidement. Vous le dites ça à vos clients aussi? Oui. Vous avez des managers un peu toxiques, puisqu'on l'a évoqué souvent sur ce plateau, faites gaffe, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais moi j'ai une question sur les motivations intrinsèques, parce que vous dites, c'est intéressant, le manager doit faire redécouvrir aux salariés ses motivations intrinsèques ou lui donner... mais est-ce que ça ne vient pas du salarié aussi lui-même? Alors ça va forcément venir de lui, de sa manière d'approcher son travail, parce que le sens, alors derrière, il y a des choses qui sont liées aux réalités intersubjectives, ça va être relatif à chaque individu. Mais le sens au travail, cependant, c'est bien l'organisation qui doit le donner. Et le problème, c'est qu'on a eu des organisations qui ont décomposé le travail. Il y a des individus qui ne savent plus vraiment pourquoi ils travaillent, quel est vraiment l'impact de leur travail, et en plus, ils n'ont plus d'autonomie. À quoi ils servent, surtout à quoi sert leur travail. Exactement. Aussi, on se dit, je fais un truc, je ne sais même pas où ça va, et puis je le fais, et puis tant pis. Merci. À lire, à découvrir Le Manager Sapiens, c'est un joli titre. Cyril de Souza Cardozo, Jean-Christophe Messina, préface Jérôme Friteau, puis je crois avoir oublié une 3e personne, Agnès Paredo, je ne voudrais pas l'oublier. Elle a illustré l'ouvrage. Elle a illustré l'ouvrage, ça agace toujours quand on ne donne pas le nom des illustrateurs. Merci à Stewart Shaw, merci à Marine Balançard. Vous avez vu, je regardais à l'envers, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci à toute l'équipe, merci à vous Cyril, merci à Fanny Griesmer, bien entendu, merci à Pauline Gratel, merci à Mani à la réalisation, merci à Guillaume pour le son et merci à Margot pour l'accueil invité, merci à vous qui nous regardez. C'est un vrai plaisir de faire cette émission. Je serai là lundi, évidemment, en forme, j'en suis sûr. Portez-vous bien.